TVT au cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, plaisir de vous retrouver dans cette édition. Au sommaire, les choses se précisent davantage au niveau du projet de construction de l'hôpital de référence à Lomé, Dr Lafayette. Une vision des plus hautes autorités du pays portée et partagée aujourd'hui par d'autres partenaires pour une meilleure gestion de l'ouvrage. Les détails des souscriptions dans un instant avec Equisala. Nous parlerons également dans ce journal de la vague de chaleur observée un peu partout en Europe. La canicule devient inquiétante, obligeant ainsi les habitants à faire recours aux solutions de fortune. Lomé accueille la grand-messe de l'automoto, une odyssée à travers les grandes villes de la sous-région pour ainsi concrétiser dans les faits l'intégration sous-régionale et la libre circulation. On en parle en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé, écho maintenant des travaux et de la gestion de l'hôpital de référence Dr Lafayette lancé déjà en 2019. Cette vision des plus hautes autorités du pays a pour ambition d'offrir des soins de qualité aux populations. Au regard de l'évolution des travaux, la société chargée de la gestion et de l'exploitation de l'ouvrage a ouvert ce jour son capital à d'autres partenaires. Les détails des souscriptions avec Equisala. Lancé sous le nom de Saint-Péregrin en février 2019 par le chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé, l'hôpital de référence du Togo est presque prêt. L'ouvrage rebaptisé Dr Lafayette, hôpital de santé en Moba, est à l'étape de finition. Déjà en prévision, les premiers tests d'ici quelques mois. Selon les indicateurs prévisionnels d'activité, l'hôpital de référence va desservir une frange importante de la population et va drainer, du fait de sa tarification avantageuse et de la qualité de son offre de soins, une population nouvelle qui précédemment ne s'adressait pas aux hôpitaux. Coût de l'ouvrage, 25 milliards de francs CFA entièrement financés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour répondre aux ambitions et objectifs assignés à l'hôpital Dr Lafayette, la SOGEP, société chargée de la gestion de l'infrastructure, ouvre et augmente son capital à d'autres partenaires à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Chers opérateurs économiques, investisseurs et potentiels actionnaires de la SOGIP, en adhérant à ce financement participatif, vous contribuerez assurément à améliorer l'équipement de l'hôpital de référence avec un plateau technique ultra moderne et à doter cet hôpital d'un personnel soignant hautement qualifié. Cette opération permettra également de renforcer la contribution du secteur privé, non seulement au dynamisme économique du Togo et au positionnement de Lomé comme destination de choix en matière de tourisme médical dans notre sous-région. Et bien entendu, cela contribuera également au développement du capital humain. La mise en place de cet hôpital de référence permettra au Togo d'offrir des soins de qualité à sa population et de réduire les évacuations sanitaires. Je voudrais réitérer ma profonde reconnaissance et gratitude au président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazina Gnassingbé, qui par ses constantes et judicieuses orientations et instructions, par son souci permanent de suivre l'évolution du chantier et par ses encouragements, a permis la conception et la réalisation du projet de construction de l'hôpital de référence, appelé à améliorer sensiblement le niveau et la qualité du système et des soins de santé dans notre pays. Le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade, veut compter sur l'engagement de tous les acteurs pour l'aboutissement de ce projet personnellement porté par le chef de l'État. Près de 600 salariés sont attendus pour l'opérationnalisation de cette nouvelle infrastructure sanitaire qui se veut une référence dans la sous-région.
On signale également ce soir la signature de 2 conventions de partenariat qui engagent d'une part l'Agence Éducation Développement et la Chambre de commerce européenne au Togo et d'autre part l'AED avec le Groupement national des entrepreneurs du BTP. Ce rapprochement formalise le partenariat public-privé sur lequel est fondé le principe de création des IFAD au Togo. La cérémonie est présidée par le ministre conseiller du président de la République, Simfetche Prey. Reportage Clarissa Ticlet. Le partenariat public-privé se concrétise dans les IFAD, Instituts de formation en alternance pour le développement. À travers l'Agence Éducation-Développement AED, 2 conventions sont signées. La première, c'est avec Eurocham qui rassemble les PME et les grandes entreprises européennes installées au Togo. La formation dans les IFAD étant basée sur un mode alternant, les cours théoriques en atelier et en entreprise. Je voudrais me réjouir par avance de l'impact de notre partenariat sur la dynamique de croissance de nos entreprises et de surcroît sur la dynamique des affaires de notre pays, le Togo. Le Groupement national des entrepreneurs du BTP, GNE-BTP également, adhère au principe. Il est membre du Conseil national du patronat et prend ici l'engagement, à travers cette autre convention cadre, de contribuer à la dynamique de la formation de type dual implémentée dans les IFAD. C'est pour dire à la population togolaise qu'à partir de maintenant, la formation réelle de nos jeunes sous l'égide du chef de l'État vient de prendre une autre direction qui va permettre à notre pays d'émerger et d'avoir des professionnels dans plusieurs domaines. Depuis la création des IFAD, les professionnels que sont les entreprises étaient aux côtés de l'AED pour l'élaboration des référentiels métiers par rapport à leurs besoins. Ce partenariat va davantage se renforcer et va garantir l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il ne peut en être autrement quand vous impliquez les professionnels qui accueillent les apprenants 50% du temps en entreprise. Et là, on ne peut qu'à la fin de la formation avoir des jeunes formés dont les compétences répondent aux vrais besoins de chaque secteur concerné. La volonté manifeste des organisations signataires de la Convention de partenariat à offrir une formation de qualité aux jeunes est particulièrement saluée par le représentant de la présidence de la République, Simfetche Prey. Je me réjouis tout particulièrement de la signature des différentes conventions de ce matin, car elle donnera aux jeunes apprenants issus des IFAD les moyens de mieux appréhender le monde complexe du travail et leur procurer d'indéniables atouts, de vrais métiers et de véritables carrières. Je souhaite que ces genres de conventions se multiplient afin de donner à nos jeunes la chance d'exprimer leurs talents dans un environnement professionnel de plus en plus concurrentiel et ainsi apporter, à terme, leur pierre à l'édification de notre chère patrie, le Togo. À terme, l'AED envisage d'ouvrir 15 filières de formation dans les IFAD. Elles seront retenues en liaison directe avec les professionnels et selon les besoins du développement socio-économique du pays. Lomé sera très bientôt une ville saine, sans émissions de gaz à effet de serre. Ainsi vient de naître le projet transport urbain à faible émission dans le Grand Lomé. Tous les acteurs depuis ce matin se sont retrouvés pour prendre langue sur la note conceptuelle qui sera ensuite présentée au fond vert. Lomé, dans ce projet, reste la première étape d'une vaste campagne. Les précisions au lancement du projet avec Christine Petcheki à l'OT. Le secteur des transports, deuxième contributeur d'émissions de gaz à effet de serre au Togo. L'énergie fossile ou l'essence étant la principale cause. D'ici à 2035, 100% de véhicules seront électriques dans le monde. Le projet TUFE, ou transport urbain à faible émission dans le Grand Lomé, veut promouvoir les moyens de transport électriques. Ce présent projet va permettre d'introduire les bus électriques dans la flotte de la Sotral. Mais il faut au préalable un certain nombre de travaux techniques qui vont permettre au Togo de faire ce saut technologique et avoir accès à l'utilisation des bus électriques. Donc c'est un projet qui est intégré, qui va faire appel à beaucoup d'acteurs. Le projet répond à un certain nombre de bonnes pratiques internationales qui tendent à faire un report modal des modes individuels que sont les motos, les voitures, vers les transports collectifs.
La démarche s'inscrit dans la logique mondiale de la mobilité verte. Les acteurs impliqués s'accordent sur le contenu de la note conceptuelle du dit projet. Après cet atelier, on va avoir des commentaires des experts. On va améliorer la note conceptuelle et puis avec nos partenaires, on va la soumettre au fonds vert pour pouvoir avoir de l'argent de la préparation du grand projet alors, qui va être le premier, je dirais, pour les infrastructures et tout ce qu'il faut pour commencer vraiment à la mise en œuvre de la mobilité verte ici au Togo. Le projet est en phase avec le programme préparatoire du Togo à l'accès au fonds vert pour le climat et de l'élaboration de la stratégie de finance climat mise en œuvre par l'Institut mondial pour la croissance verte, GIEGI. L'entretien et la durabilité des infrastructures routières nous intéressent aussi dans cette édition. Le Togo est resté toujours respectueux du règlement 14 de l'UEMOA qui se propose d'harmoniser et de contrôler le poids de la charge à l'issue des véhicules poids lourds des marchandises. Dans la logique de cette application, le Togo vient de réceptionner une station de pesage à basse vitesse à Tchévié sur la nationale numéro 1. Reportage Clarisse Atikle. Voici les clés de la station de pesage à basse vitesse de Tchévié. La commission de l'UEMOA les remet solennellement à la ministre des Travaux publics, Zouréatou Kassa Traoré. La station est inaugurée et servira à contrôler le poids et la charge à l'essieu des camions lourds, dont la surcharge est la première cause de la destruction des routes. Les travaux ont été faits dans les règles de l'art. Nous avons prévu tous les équipements qu'il faut, les locaux qu'il faut également. Et je crois que nous avons un bel ouvrage qui va nous permettre de mieux appliquer le règlement 14 de l'UEMOA. Le projet est entièrement financé par la commission de l'UEMOA pour un montant global de 1,2 milliard de francs CFA. L'agence d'exécution des travaux urbains à Gétur Togo est le maître d'ouvrage délégué. Les équipements qui sont prévus, d'abord les bâtiments de contrôle, le bâtiment administratif, et les postes de contrôle, et puis le bâtiment de sécurité qui va abriter la police, la gendarmerie. Il est prévu 3 pèses essieux pour faciliter les voies, pour faciliter la circulation et éviter les embouteillages. Au Togo, les grands chantiers de reconstruction et de modernisation du réseau routier sont en cours et la mise en place de cette station de pesage à basse vitesse vient consolider le processus d'intégration sous-régionale entreprise. C'est plus les poids lourds qui endommagent de façon prématurée les infrastructures réalisées. Et donc aujourd'hui, c'est pour nous un honneur de pouvoir recevoir cet ouvrage-là. Il y a déjà un à Djiréoué. Nous sommes en train même de construire avec la BAD un autre à Mango, de manière à renforcer ce contrôle-là. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, après le port autonome de Lomé, où le contrôle est fait, le premier contrôle se situe à 40 km et qui est doublé par la suite à Djiréoué et qui va se poursuivre jusqu'à Mango. Et donc tout ça pour pouvoir préserver nos routes. Il y a plein d'accidents, non seulement la dégradation des infrastructures, mais eux-mêmes pour leur propre sécurité, c'est important de sauver la vie des humains. La station de pesage à basse vitesse de Tchévié est la 7e construite par l'UEMOA. Au total, 8 stations seront mises en place dans les États membres de l'Union. Venons-en maintenant à ce sujet qui va nous donner plus de précisions sur la station de pesage à basse vitesse. Dans la pratique, elle permet de savoir si un camion a chargé la masse réglementaire ou non. La vision est de protéger nos routes. Mais en dehors de la protection, une station de pesage constitue un nid d'opportunités à la fois sociales et économiques. Plus de précisions dans ce dossier signé Clarisse Atikle. C'est désormais un passage obligé pour tous les véhicules poids lourds qui empruntent le corridor Lomé-Sinkassé jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Ils feront un détour par la station de pesage à basse vitesse de Tchévié pour la vérification de leur chargement. Un moyen pour préserver davantage l'état des routes. Les transporteurs routiers y adhèrent. Auparavant, il faut d'abord aller à 200 km donc à Djiréoué pour savoir si on est en surcharge ou pas. Aujourd'hui, de façon rapprochée, nous avons l'outil à côté, à 40 km de Lomé.
Donc nous trouvons quand même que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Nous, transporteurs, nous avons besoin de connaître quand même notre poids et pour pouvoir préserver quand même les routes. Le groupe d'études et d'exécution des bâtiments et travaux publics EEBTP en est le concepteur. Il a mis en place tout un circuit qui permet de déterminer si le poids du camion est conforme à la norme requise par le règlement 14 de l'UEMOA. 14 tonnes, c'est la norme. Le dispositif qui a été mis en place, c'est que tous les camions qui quittent le port, qui sont déjà même pesés au port, passent par notre point d'arrivée ici. On bloque à l'arrivée, tous les camions vont passer par ici. Alors en arrivant, nous avons 3 voies d'accès où on a 3 pesées. En fonction du pesé qui est libre, le camion s'engage et il est pesé essieu par essieu. Dès que le dernier essieu passe, le camionneur voit sur l'afficheur s'il est en norme ou s'il est hors norme. Ça s'écrit conforme ou non conforme. En fonction, il va réarranger maintenant tous ses bagages pour permettre à ce que tous les essieux soient équilibrés afin de refaire encore le tour pour s'assurer qu'il est conforme. Quand il est conforme, en ce moment-là, il sort par la guérite de derrière et il continue. Quand vous êtes en surcharge, que vous payez. Et en fonction de la charge, vous serez verbalisé. Située à la sortie de la ville de Thiéviers, la station est implantée sur une superficie de plus de 4 hectares. L'infrastructure contribue à transformer le milieu. De nouvelles opportunités s'offrent également à la localité. 1 kilomètre de route, ça fait pratiquement 1 milliard de francs CFA. Juste une surcharge détruise une route de plus de 600 km, multiplié par 1 milliard, vous voyez ce que ça donne. Alors, l'économie ou l'apport supplémentaire de ce service, c'est qu'il permet de réduire les charges à l'essieu et de faire durer au maximum nos routes. Sur le plan de l'emploi, déjà ça crée un emploi qui est déjà à proximité déjà, et ça développe en même temps la zone. Vous avez vu, nous quand on est venu ici c'était complètement la brousse. L'électricité n'était pas là, on a amené de l'électricité ici. Tous ceux qui sont là, ils profitent pour pouvoir aussi tirer l'électricité. Il y aura aussi les gens qui vont travailler ici, les bonnes dames qui vendront aussi, qui vont vendre aussi. Tout ça, ça permet ce qu'on appelle un développement de l'économie locale. La surcharge et l'excès de vitesse détruisent le réseau routier pour lequel l'État consent d'énormes investissements. Se conformer à la réglementation va contribuer à la durabilité de ces investissements. La suite de votre journal et direction, l'École nationale d'administration sur place à travers une conférence thématique. Plusieurs communications ont été faites par des membres du gouvernement qui avaient en face des énarques tout tués. Ce soir, nous vous proposons la communication sur la rédaction des comptes rendus qui sanctionnent les conseils des ministres. La procédure surtout nous intéresse. Les détails avec Ulrich Amega. Communiqué. Un compte rendu du Conseil des ministres lu à la télé, une conférence de presse à l'allure d'un exercice de pédagogie. En amont, un travail collégial et de haute intensité. Les techniques et la méthodologie de sa rédaction, ici partagées par les membres du gouvernement avec les futurs cadres de l'administration. Un exercice pas simple au regard de la structuration de la communication gouvernementale. Ce qui se passe dans un ministère n'est pas forcément connu dans un autre ministère. Et les informations que les chargés de communication glanent sont remontées vers nous. Ce qui permet au secrétariat général du gouvernement, notamment, d'avoir un retour. Et pour les porte-paroles du gouvernement, cela nous permet d'avoir une meilleure connaissance de tout ce qui se passe dans les différents ministères. L'on voit le porte-parole présenter le compte-rendu, mais en réalité, le travail de préparation, de rédaction est fait au secrétariat général du gouvernement. En termes de proposition de compte-rendu, nous travaillons de concert, le secrétaire général du gouvernement, les deux porte-paroles, pour affiner ensemble le compte-rendu du Conseil des ministres. Le secrétariat général du gouvernement soumet le texte final à la validation des différents niveaux hiérarchiques. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que son information ne soit pas dévoyée ou son information ne soit pas travestie. La communication, autant elle peut construire, autant elle peut détruire.
Le gouvernement s'attelle pour plus de souplesse et de la disponibilité de l'information, malgré les barrières linguistiques. Il y a une façon de dire les choses et il y a un moment pour dire les choses. Nous avons près de 4000 villages, 117 communes, 394, je crois, cantons. Et c'est un défi de pouvoir porter l'information auprès de chacun de nos concitoyens. Lorsqu'on parle d'information gouvernementale, il faut apporter une nuance très importante entre celle-ci et l'information politique. L'information gouvernementale n'est pas l'information politique, même si l'information politique peut être une information gouvernementale. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, les membres du gouvernement sont présents pour tous les citoyens togolais. Et l'administration, pareillement, est présente pour tous les citoyens togolais. Rigueur, sobriété et discrétion, c'est ce qui caractérise un communicateur au niveau gouvernemental. Ces futurs cadres de l'administration du cycle 3 de l'École nationale d'administration l'auront bien compris. L'actualité en bref et hors du Togo, en Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes ces derniers jours ont encore fait des victimes à travers un éboulement de terrain. On dénombre 6 décès à Tekoubé. Le Premier ministre Patrick Achi était hier sur les lieux pour apporter la compassion du gouvernement ivoirien aux parents des victimes. Quand la pluie tue en Afrique, la canicule n'épargne pas des vies en Europe. Depuis déjà quelques jours, l'Europe vit tout un calvaire, une chaleur sans précédent de Paris à Madrid et même au-delà, la situation devient inquiétante. Reportage. Toute la nuit, ces pompiers catalans ont lutté contre les flammes. Des incendies de forêt ravagent la région espagnole. 1600 hectares sont déjà partis en fumée. Depuis une semaine, des températures anormalement chaudes accompagnées de vent et d'orage ont provoqué des départs de feu. L'Espagne, elle, fait face à la canicule la plus précoce depuis des décennies. Le thermomètre dépasse par endroits les 40 degrés. À Madrid, certains n'ont pas le choix. Ils doivent travailler dans la fournaise. Pour le moment, on subit la chaleur. Il fait vraiment très chaud, donc on essaye de boire de l'eau tout le temps. On ne sait pas comment on va faire. Pour le moment, on a l'ombre, des arbres, et c'est tout. Des canicules de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Illustration au Pakistan. Le pays a connu ces dernières semaines une vague de chaleur record, des températures menaçant parfois directement la survie des habitants. Dans ce village du sud du pays, pas d'électricité pour alimenter des réfrigérateurs et rafraîchir l'eau et les habitants, avec des conséquences dramatiques. 3 de mes enfants sont morts à cause de la chaleur et de la diarrhée. Des citernes viennent jusqu'ici, mais nous n'avons pas les moyens d'acheter de l'eau. Vague de chaleur record, mais aussi sécheresse, le réchauffement climatique provoque d'autres phénomènes inquiétants. En Irak, les tempêtes de sable se succèdent ainsi depuis des semaines, en cause des terres agricoles desséchées, devenues poussière. Selon les Nations Unies, le pays est l'un des plus vulnérables au monde face à la crise climatique. Au Togo, l'Agence nationale de sécurité alimentaire poursuit ses opérations d'achat de céréales à travers le pays. Dans la région de la Kara, elle était aux côtés des paysans pour l'achat de maïs. En plus de cette opération, l'ANSAT a également donné des intrants pour la campagne agricole 2022-2023. Reportage Nestor Moussou. La coopérative Oazoto de Chikawa dans l'Abina connaît bien l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. L'ANSAT a l'habitude de lui rendre visite pour effectuer des prélèvements de ses produits. Elle est encore là pour la même chose. La coopérative a livré 12 tonnes de maïs à l'ANSAT. Ce qui équivaut à 2 160 000 francs. On est très fiers. Quand les bonnes femmes viennent là, on vend en bol. Ce qu'on vend par bol, on n'a pas de bénéfice comme ce qu'ANSAT est venu nous acheter ici. Nous remercions le chef de l'État. Autre coopérative qui sollicite aussi l'ANSAT pour ses achats, c'est la coopérative de Mabolé. Celle-ci est basée à Gringuka, dans la préfecture de Nankpen. C'est en sorgho que l'ANSAT est venu s'approvisionner auprès de cette coopérative. Nous avons vendu 10 tonnes de sorgho à l'ANSAT pour un montant de 2 200 000 francs CFA. Et pour cela, nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour tous les efforts qu'ils fournissent pour les producteurs et surtout chez nous, ici à Dankben. Cet argent va nous permettre d'élargir nos champs, d'acheter les intrants et aussi de subvenir aux besoins de nos familles.
L'ANSAT a été mise en place pour garantir au pays la sécurité en matière de produits vivriers et elle y veille. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde entier. Il faut à tout prix qu'on ait le stock de sécurité pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Et on invite les autres qui ne l'ont pas encore fait de faire sortir les produits qu'ils ont. L'opération de collecte des céréales dans la Bina et dans Dankpen, l'ANSAT l'a couplée avec une autre opération, celle de l'appui en engrais vivrier aux producteurs des coopératives de la filière maïs. Elle vise à aider les producteurs à avoir des engrais à crédit, une véritable aubaine pour ces producteurs. C'est un sentiment de joie. Nous rendons grâce à Dieu que le gouvernement, par ses multiples actions, cherche à ce que le producteur ne souffre pas. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions surtout le chef de l'État qui a prôné pour qu'on ait les intrants, surtout les engrais pour cette campagne, malgré les difficultés sur le plan national et international. Nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes très fiers parce qu'il y a certains niveaux que certains ne pouvaient même pas s'acheter un seul sac d'engrais. Nous aussi, nous tenons dur pour qu'il n'y ait pas la famine. L'appui en engrais se déroulera de mai à août 2022. Le remboursement se fera en nature. La condition pour pouvoir avoir accès à cet intrant, c'est premièrement d'appartenir à une organisation de producteurs et avoir effectivement un espace pour pouvoir emblaver la culture du maïs. Donc après avoir reçu la quantité demandée, à la fin de la production, vous allez rembourser un sac de 50 kg d'engrais NPK ou bien urée reçu contre un sac de 100 kg de maïs. Le recouvrement des stocks issus de cet appui va se faire du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Les producteurs ont été sensibilisés à veiller à ce que les engrais ne tombent pas dans de mauvaises mains pour se retrouver hors des frontières togolaises. 500 millions de francs CFA ont été mis à la disposition de l'ANSAT par le gouvernement pour mobiliser 1388 tonnes d'engrais pour cet appui. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 17 juin 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 242. 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 899. 13 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 110 et le nombre de décès est de 273. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est parti pour la première édition du Grand Tour de Lomé, une randonnée qui va permettre la découverte des grandes villes de la sous-région dont le top départ sera Lomé. Il faut surtout voir dans ce projet l'intégration et la libre circulation des personnes et des biens. Le Grand Tour Automoto, un reportage signé Abili Nassimbe. Plus qu'un voyage, le Grand Tour de Lomé est un spectacle à la découverte des splendeurs des pays de la sous-région. Ce grand safari organisé depuis les capitales aura pour point de ralliement Lomé. La célébration de l'automoto mobilise les attentions sur la résilience des pays et des communautés face au Covid-19. Depuis un certain nombre d'années, on nous parle d'intégration sous-régionale. Et c'est vrai, les populations veulent vivre cela. Et pour vivre cela, il faut qu'ils le sentent dans la libre circulation entre les États. Le Grand Tour, c'est pour dire que les populations de la communauté CEDEAO veulent pouvoir remarquer que tout ce qui se fait par les chefs d'État, par toutes les institutions qui ont été mises en place pour parler d'intégration, produisent des résultats. Et ces résultats-là, c'est par la libre circulation et le vécu réel de ces expériences qui vont nous le prouver. Plusieurs activités seront inscrites à cette excursion, notamment un salon de l'automobile, un festival de belles voitures, un concours d'état des camions. Le Togo se réjouit d'accueillir un tel événement. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage et mérité au gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Foresozen Magnasimbe, qui a autorisé et soutenu l'organisation de cet événement qui s'inscrit dans la politique d'intégration et de promotion
du tourisme sous-régional. Grâce à ces efforts inlassables, le Togo constitue un bel exemple d'engagement et de volonté en vue de la concrétisation de cette intégration. Le défi que doit relever l'événement est à la fois colossal et impressionnant. Et ce, d'autant plus que cette première édition intervient dans le contexte de l'ouverture des frontières et de la relance des activités transfrontalières amorcées par les chefs d'État de la communauté ouest-africaine. Le Grand Tour de Lomé, qui s'est ouvert aux médias, va au-delà de la relance du tourisme dans la sous-région. Il porte un message: faciliter l'intégration des peuples. Et c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à chaque fois renouvelée. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.